Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Cuibière, s'est rendu hier à l'Assemblée nationale pour exposer aux députés les détails sur le processus de la révision de la liste électorale. Après donc des échanges, les groupes parlementaires à travers leurs différents porte-paroles, ont posé des questions pour des éclairages sur certains points de l'opération. Nous en parlons dans cette émission qui démarre maintenant. Également, deuxième sujet, nous aurons donc à réagir sur la visite du FPI, du moins du PPACI, au président du FPI, parce que tout simplement, il a perdu son grand frère. Mais est-ce qu'il y avait, après un relan politique à cette visite, on réagit là-dessus tout de suite, là, maintenant. Mais avant, permettez que je salue notre plateau. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous surtout. Merci d'être là, chers amis. Alors, la première actualité chaude que nous avons, c'est bien sûr ces anomalies révélées donc, lors des échanges du président de la CEI avec les groupes parlementaires et aussi le délai de révision de la liste électorale. Daouda, réaction. Effectivement, hier, mercredi, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, était face à nos parlementaires, notamment, qu'on appelle ça, au niveau de l'hémicycle, pas du Sénat. Et pendant près de 1h30, voire 2 heures d'horloge, il les a entretenus. Il leur a expliqué le processus électoral qui allait s'ouvrir très prochainement. On connaît tous la date, c'est du 19 au 10, qu'on appelle ça, novembre. Et donc, après avoir fait toute cette explication-là, les députés de la nation lui ont posé des questions. Les présidents des groupes parlementaires. Il faut dire que cette session-là a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, lui-même. Et donc, pendant l'exposé, les gens lui ont posé des questions sur les cas de plus de 4000 centenaires qui seraient sur la liste. Ils sont revenus aussi sur le fait que la date, comme tu le disais, il fallait la proroger. Mais il a répondu à ces questions-là. Maintenant, pendant le discours, à un moment donné, on l'a senti un peu agacé par certaines questions. Mais bon, je pense qu'au cours du débat, on aura le temps de parler. Et justement, on reviendra sur les questions peut-être qu'il aurait agacé au cours des débats. Alors, Herman Aboua, comment est-ce que vous avez apprécié déjà ce qu'on a pu appeler le grand oral et aussi la mention des différentes irrégularités mentionnées par les groupes parlementaires? Le PPACI l'a fait et le PDCI également. Bon, moi je pense que de toute façon, sur la question des irrégularités, des anomalies, l'opposition, principalement composée par les deux entités PPACI et PDCI-RDA, puisque ces deux entités-là ont des forces parlementaires, ce n'est pas nouveau leur questionnement, leurs inquiétudes par rapport à la liste électorale. Bon, je vais revenir peut-être sur les anomalies dont parle le PDCI. Le PDCI, tout à fait, oui. Par Maître Blessy Chrysostome, ces questions-là. Daouda parlait des centenaires. Il y a plus de 4000 centenaires. Quand on dit centenaires, des personnes qui sont âgées de plus de 100 ans. Et à côté de ça, il y a des inscriptions multiples qui chiffrent à 526 personnes. Des mères qui ont plus de 20 enfants. On sait un peu comment est-ce que ça se passe, l'organisme de la femme, qui sont à 9204 présences dans le... Des enfants de mères, voilà, oui. Des enfants de mères de plus de 20 enfants aussi. Il y a 760 219 personnes qui sont concernées. Des pères de plus de 30 enfants, il y a 5501 personnes qui sont concernées. Les enfants de pères de plus de 30 enfants, 644 823 personnes concernées. Des électeurs de mères inconnues, 343 666 personnes. Des électeurs de pères inconnus, 346 448 personnes. Électeurs de pères et mères inconnus, 355 785. Je rappelle tout cela, ça fait un total d'anomalie 2 470 896 personnes sur une liste électorale où il y a un peu plus de 8 millions de personnes. Justement, qu'a-t-il répondu le président de la CEI? Moi, avant de venir à sa réponse, il dit que la CEI n'a jamais été contre l'audit, parce que c'est ce que réclame finalement, parce qu'à cause de ces anomalies-là, réclame l'opposition. Donc il dit que la CEI n'a jamais été contre cet audit-là de la liste électorale, mais qu'il souhaite que cet audit-là se fasse
dans les règles légales. Mais les règles légales dont il parle, il s'adosse sur l'article 12 du Code électoral. Mais du code, je rappelle que ce Code électoral de 2020, qui est le Code électoral actuel, est une révision d'une première loi, d'un premier Code électoral. Et que ce Code électoral de 2020 est une révision qui a été prise par ordonnance, c'est-à-dire par le président de la République. C'est son droit. Donc, je veux dire que ce n'a pas été question de débat parlementaire à la suite desquels on pouvait dégager cela. Ça, je fais remarquer cela. Mais lorsqu'il s'appuie, c'est bien quand il convoque la disposition légale concernant, comment on appelle là, se référer à la loi qui dit, par exemple, que chaque électeur qui pense qu'il y a des anomalies devrait pouvoir réclamer cela. Mais Quibert oublie qu'il y a d'autres lois. La loi, l'article 6 de ce même code électoral, qui dit... on dit à son alinéa 3 qui dit, par exemple, la liste électorale est tenue à jour. Ça, on le dit tout ainsi, annuellement par la commission. À ce propos, est-ce qu'il répond? Quand on ne fait pas la révision de la liste électorale chaque année, cela ne pose pas préjudice particulièrement à quelqu'un. C'est grave, puisque pendant que tu t'appuies sur une disposition légale pour demander aux gens que le dit de la révision de la liste électorale se fasse selon cette disposition. En même temps, toi-même, tu floues l'article 6 qui oblige une révision de la liste électorale annuelle. Autre chose, et la liste électorale contient des éléments d'identification. Ça, c'est l'article 7 qui dit ça. La liste électorale contient des éléments d'identification des électeurs, dont le nom et prénom de chacun des parents. Et même de leur lieu de naissance. Donc, si on voit sur cette liste électorale qu'il n'y a pas un électeur n'a pas de renseignements sur un parent, n'a pas de renseignements sur la mère ou le père ou même le lieu de résidence, c'est une anomalie. Et c'est cette anomalie-là que les groupes parlementaires, notamment le PDCI et le PPACI, ont constaté et pour lesquels ces groupes parlementaires réclament un audit. Est-ce qu'on ne peut pas entendre? L'objectif, c'est quoi? C'est de voir une élection, encore une fois, apaisée. Qu'au soir, et ça même le maître Chrysostome l'a dit, au soir de l'élection présidentielle, que celui qui a perdu appelle le vainqueur pour les saluer. Mais est-ce que lorsqu'on laisse ces gens d'opacité autour de la liste électorale, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'assurer que les élections seront justes et transparentes? Le fait que la direction générale de l'ONESI mette à disposition, par exemple, un fichier, un dispositif, ça, il le dit depuis des mois. À l'effet justement de retracer. Il le demande depuis des mois. Ça ne vous rassure pas? Oui, ça ne rassure pas. C'est comme si on perdait le temps, on trouvait des tournures politiques, on perd le temps, et jusqu'à la veille, maintenant, des élections, on va chercher à courir. Depuis, il le dit, mais on n'a pas encore vu ce fichier à mettre à jour avec l'ONESI. Très bien. Donc, vous n'avez pas... est-ce que vous avez répondu justement sur le point de comment est-ce qu'il a réagi par rapport Oui, je vous l'ai dit dans mes propos. Très bien. Très bien, merci beaucoup. On reviendra à Daouda, mais avant, Élisée Boloubé, ensuite Marius. Élisée, justement, vous avez suivi ces échanges, cette conversation qu'il avait avec les présidents des groupes parlementaires. Vous avez également vu les anomalies présentées par le PDCI et le PPACI. Quel est votre commentaire, Élisée? Déjà, permettez-moi de faire deux commentaires. Un commentaire sur la forme et puis un commentaire sur le fond. Allez-y, je vous prie. Sur la forme, déjà, en tout cas, je tiens à saluer cet exercice-là. C'est ce qu'on demande vraiment à tous nos dirigeants, ceux qui occupent des fonctions importantes de l'État, de pouvoir de temps en temps être devant les parlementaires pour rendre compte en fait de la mission que l'État leur a confiée. Et à ce propos, je tiens franchement à saluer le magistrat Quibert, parce qu'on sent qu'il fait des efforts pour rester vraiment conforme à ce que la loi dit. Ce n'est pas un nouvel exercice aussi. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. On a vu déjà ses visites à l'extérieur. On a vu la démarche qu'il a depuis quelques mois avec des couches socio-professionnelles du pays pour expliquer en fait vraiment tout ce qui concerne le processus au niveau de la CEI. Et moi, je tenais vraiment à saluer cet exercice-là. C'est déjà une très bonne chose. Donc, pour la question de forme, je trouve que ça s'est bien passé. Les échanges ont été... Bon, peut-être parfois c'était un peu difficile sur certaines situations, mais toujours est-il qu'on est resté, je vais dire, dans le bon ton. Et ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut saluer. Ensuite, maintenant, dans la forme. Voilà, dans le fond, pardon. Dans le fond, sur la question de fond, je note une chose fondamentale. Et si tant est que ce que M. Quibert dit est vrai, je pense quand même qu'il faut que les politiques aussi fassent preuve un peu quand même à un moment donné de bonne foi. C'est-à-dire, il dit qu'en 2023, en juillet 2023, les anomalies évoquées ici, pour la plupart, ont fait l'objet d'une séance de travail avec tous les partis politiques en question. Principalement le 15 juillet 2023. 2023. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges? Parce que nous, on ne sait pas qu'il y a eu ces échanges. Donc, il y a eu des échanges où les uns et les autres ont créé donc un cadre de discussion
sur ces questions-là. Bon, si vous êtes arrivé à créer un cadre de discussion sur qu'est-ce qui a été retenu au final? Alors, ce qu'on a pu retenir, alors sur les 4201 électeurs présumés centenaires, 4001 disposaient d'un dossier dans la base de données au site central. Reste donc 200 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale. Voilà, en substance, quelques points, un point de leurs échanges. D'accord. Quand vous évoquez ça, ça m'amène à une interrogation. Parce que le président Cuillier a donné ça comme réponse. Voilà. Mais si ça a été sa réponse, si ça a été la conclusion, si ça a été la conclusion de leurs échanges le 15 juillet 2023, d'où vient-il que ça ressorte encore dans les revendications ou dans les réclamations des partis politiques? Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il y a déjà quelque chose qui cloche. Ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, moi, je vais vous donner mon ressenti de façon concrète sur ces histoires. Allez-y, Élisée. Voilà. Moi, je pense que il faut éviter de toujours rabâcher les mêmes choses, Qu'est-ce qui est rabâché? Non, la liste n'est pas normale, la liste est mauvaise, la liste n'est pas normale. Quand d'autres sont au pouvoir, la liste est normale. Quand ils ne sont plus au pouvoir, la liste n'est pas normale. Et tout ça, ça fatigue à la fin. En même temps, les anomalies sont à prendre en compte ou pas? C'est épuisant à la fin. Moi, je pense qu'il faut qu'on résolve ce problème-là une bonne fois pour toutes. Et on va le résoudre en nous appuyant sur la loi. La loi nous dit quoi? C'est une loi. Qu'elle a été prise par ordonnance, qu'elle a été prise en Assemblée nationale, toujours est-il que prendre un arrêté ou bien prendre une décision par ordonnance, c'est constitutionnel, ce n'est pas anticonstitutionnel. Voilà, donc ça s'applique. Qu'est-ce que la loi nous dit? La loi nous dit que si vous constatez des anomalies, vous amenez les éléments de preuve qui permettent d'enlever ces anomalies. Oui, arrêtons le débat. Sortez les preuves, sortez les éléments de preuve, allons aux discussions. Et puis on sort carrément tous ces fichiers-là de la liste. Une chose est de dénoncer, d'accord, mais une chose est d'amener des éléments qui... Parce que la loi dit. Et ce que le président Cuillier dit est fondamental parce que demain, s'il se permet, lui, Cuillier, de tout enlever par là, mais nous, on peut le poursuivre demain, d'autres personnes peuvent le poursuivre demain, pour dire que la loi ne lui donne pas cette obligation. Sur la base de quoi, lui, en tant que Cuillier, même étant président de la CEI, il se permet d'ôter des noms sur des listes. En tant que qui? Est-ce que la loi le lui permet? Donc, lui, ça rime sur la loi. Ce qu'il dit là, c'est la loi. C'est pourquoi j'apprécie son appel qu'il lance aux acteurs politiques. Vous avez créé un cadre de discussion qu'on appelle le dialogue politique. Allez, parce que la CEI, là, c'est l'émanation et de la loi et des accords politiques. Tout à fait. Allez-y vous asseoir dans vos cadres de dialogue politique, là. Entendez-vous, et puis ce sur quoi vous allez vous entendre là, nous, là, on va appliquer. Parce que nous, CEI, on est l'émanation et de la loi et des accords politiques. Mais allons discuter. La preuve, il y a la question, on va finir sur ça, mais la question du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Je vais justement arriver à ce point. Ça, votre réaction, allez-y. Aujourd'hui, le PPAC a montré la voix. Ils ont dit qu'ils pensent que ce n'est pas le dialogue politique qu'on peut résoudre. Mais si vous pensez que ce n'est pas le dialogue politique qu'on peut résoudre, mais pourquoi vous ne pensez pas que ce qui est en train d'être fait actuellement, tout ce que vous évoquez peut être résolu par le dialogue politique? Ouvrez donc le débat, ouvrez le dialogue politique, sollicitez que le cadre s'ouvre et puis que les discussions s'ouvrent devant tous les Ivoiriens et qu'on arrive à la conclusion. Selon vous, ce n'était pas nécessaire de le mentionner là, à cette rencontre, Élisée Boloubeu? Non, ce n'est pas une question de le mentionner. Mais je veux dire, il faut qu'on sorte de la dénonciation perpétuelle. Il faut qu'on pose des actes qui amènent véritablement à aller vers des solutions. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas juste qu'on soit dans « c'est pas normal, c'est pas OK, c'est pas normal ». Voilà ce que nous on propose pour résoudre la question, bien évidemment, en nous appuyant sur la loi et sur l'ordonnance qui existe. Très bien. Marius Komoué, justement, est-ce que ce genre de rencontre entre le président de la CEI et les présidents des groupes parlementaires ne sert justement pas à lever, à présenter toute anomalie, parler de ce qui ne va pas et pourquoi pas chercher les solutions in fine? Mais c'est salutaire. C'est tout ce dont nous avons, de tout temps appelé de tous nos voeux. Nous avons souhaité que les questions relatives justement à la liste électorale trouvent leur solution dans le dialogue, dans la concertation perpétuelle. Nous avons même sur ce même plateau invité les partis politiques et plus précisément ceux de l'opposition à s'engager dans une voie de dialogue pour revenir sur ce que disait Élisée, sur la question même de l'inscription de la liste, sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo. Parce que, je l'ai dit sur ce plateau, nous, on n'est pas juristes, on n'a pas participé donc à la décision de la Cour qui a statué au niveau national et qui a condamné M. Gbagbo. Nous avons fait simplement le constat, en tant qu'intellectuels, que lorsque, par exemple, un individu
est condamné, sa place est en prison, surtout pour les raisons qui ont été évoquées. Braquage d'une banque. Quand on braque une banque, on va en prison, obligatoirement. Donc pourquoi lui, il braque une banque et puis il est assis chez lui, c'est la cour douce. Bon, donc si ce n'est pas une condamnation judiciaire, c'est donc une condamnation politique. La réponse à une condamnation politique, de la levée d'une condamnation politique, c'est le dialogue. Et la seule personne à mesure aujourd'hui de prendre la décision, c'est le président de la République. Et M. Laurent Gbagbo dit c'est son frère, mais qu'il aille voir son frère et que ce problème soit réglé avec son parti politique. C'était donc pas opportun que les politiques puissent en parler, son parti puisse en parler. Mais bien entendu, c'est l'occasion d'ailleurs. Et je suis bien heureux que son parti d'ailleurs ait appelé justement au dialogue politique pour régler la question. Il n'y a pas d'autre issue. Ça ne peut pas être un dialogue judiciaire. C'est un dialogue politique qui va lever la question donc de l'inscription, qui va mettre un terme à la question de la non-inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc pour nous, cette rencontre avec M. Kuiber nous a permis de constater que dans notre pays, le dialogue est possible. Parce que l'Assemblée nationale représente aujourd'hui l'ensemble des partis politiques les plus significatifs au niveau local, au niveau national. Et donc, on a vu tous les partis s'exprimer. Et donc, nous sommes heureux que chacun ait posé ses problèmes et que le président de la CEI, en tant que responsable en charge de l'organisation des élections, ait donné des réponses, qu'elles soient rassurantes ou pas. Mais déjà, le débat a démarré au sein de l'hémicycle et nous pensons que l'hémicycle est aussi une tribune politique. Et donc, nous pensons que les uns et les autres poursuivront leur entretien, leur débat en allant au plus haut lieu, voir l'exécutif pour un certain nombre de situations qui restent encore en suspens. Merci beaucoup, Marius. Daouda, j'ai 2 points pour vous. Le premier, ce genre de rencontres et d'exercices devrait-il être répétitif à l'effet justement, au fur et à mesure que le processus se tient, d'élaguer tous les différents contentieux. Et aussi, le PDCI a mentionné que la période était très courte, au vu donc de l'engorgement au niveau des services administratifs constatés assurément. Alors donc, il faudrait pouvoir aller à étendre la période. On en parlait ici, une fois vous disiez, commençons, et peut-être qu'avec tout ce qui va se passer, la période sera rallongée. Réaction Daouda. Christelle, je pense que la question du débat sur la liste électorale, arrivé à un certain moment, j'ai envie d'utiliser les termes, ça devient gênant. Pourquoi ça devient gênant? Ça devient gênant, ça devient affligeant parce que c'est comme si en fait on était dans un perpétuel recommencement à chaque fois. D'abord, il y a des illégalités qui ont été soulevées par les partis d'opposition. La date. Mais la date de 3 semaines, c'est une date qui est constitutionnelle. Mais malgré le fait que cette date soit constitutionnelle, ça n'a jamais empêché en Côte d'Ivoire ici que la date soit prorogée. Tout à fait. Voilà. Moi, je pense que le débat ici, c'est de dire aux partis politiques, allez-y, faire inscrire vos militants sur la liste électorale. Parce que les griefs qui sont soulevés ça et là ne peuvent pas se régler sans utiliser la loi. Et l'article 12 est clair à la matière. Parce que il est important, quand les gens utilisent le terme, faisons un audit, faisons un audit, faisons un audit. Finalement, de quoi on parle, Christelle? Parce que l'audit ici, c'est de dire à des gens, à des personnes tierces, venez, vous fouillez la liste, vous regardez qui est dedans, qui n'est pas dedans. Mais sur quelle base juridique, lui, il s'appuie pour estimer que Christelle n'est pas électrice ou bien Bolugbo est électeur? Mais en même temps, est-ce que Daouda, pour un processus clair et pour éviter justement tout ce qu'on a connu, on ne puisse pas regarder tout ce qui est anomalie à l'effet de les ranger et puis aller à un processus clair? Christelle, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important même que, comment on appelle ça, le contentieux? Puisque le contentieux a lui-même dit, tout Ivoirien a dit que toi, Christelle, Élisée Bolugbo, Marius Komoué, s'il estime que Herman ne peut pas être sur la liste électorale, il le prouve par un document administratif, on le retire. Et je pense que dans la réponse des 4000, plus de 4000 centenaires, est-ce qu'il n'y a pas des 200 personnes qui ont été retirées de la liste sur la base de cela? Il a demandé justement que le parti politique puisse fournir la preuve que ces 200 électeurs ne sont pas centenaires. Mais Christelle, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis 2011, la crise de 2010-2011,
Je vais citer nommément les partis. Le PPACI, FPI en son temps, aujourd'hui devenu PPACI, n'a participé à aucun processus électoral en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est important pour vous de le rappeler? C'est important de le signaler parce qu'à chaque fois qu'il y avait révision de la liste électorale, il n'y participait pas. Malheureusement pour le PDCI, qui s'est accroché à des promesses comment on appelle ça, de transfert de pouvoir en son temps, s'est appuyé sur ça et n'a pas participé lui aussi véritablement au processus de recensement sur la liste électorale parce qu'il estimait qu'en son temps, après, comment on appelle ça, le président Alassane Ouattara allait partir après la fameuse sortie de Henri Konan Bédié qui disait que ce pont à lui seul vaut un 3e mandat. Donc aujourd'hui, les partis politiques en Côte d'Ivoire sont confrontés à une situation où, pendant que le parti au pouvoir, lui, a passé son temps, malgré qu'il est au pouvoir, a dit à ses militants, allez-y vous inscrire, allez-y vous inscrire. Donc il y a un déficit à rattraper. Aujourd'hui, on dit on lance l'audit. Combien de temps avons-nous pour aller aux élections? Voilà, voici la première problématique. Or, on te donne la possibilité, sur un plateau d'or, de le prouver. Il ne s'agit pas de le clamer, il ne s'agit pas de le crier. Et je vais terminer par un point qui est tellement important. Aujourd'hui, nos cartes d'identité, Élisée Bouloubeu, je souhaite te poser la question. Si ta carte d'identité que tu as aujourd'hui, le nom de ton père et ta mère y figurent? Non, on sait bien que ça ne figure pas. Mais ça ne figure pas. Et pourtant, nous avons reçu ici sur ce plateau le DG de l'ONESI. Qui a dit qu'il y a, comment on appelle ça, ils avaient un appareil. Ils ont promis, ils vont mettre à disposition une application à l'effet d'avoir les noms des pères et mères. Pourquoi ne pas simplement, aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent pas simplement demander à l'ONESI donner ce document pour que cet appareil, puisque vous pouvez l'avoir, vous pouvez le demander. Est-ce qu'on a un agenda justement dans la fourniture de ce dispositif? Parce que finalement, moi, je veux dire, ça devient gênant à la fin parce qu'on a comme l'impression que les gens s'appuient sur la liste électorale et du coup, ça donne l'impression de créer les germes d'une crise préélectorale et peut-être, pourquoi pas, post-électorale. Daouda, vous pensez que toutes les réclamations et tout ce qui se passe en ce moment, parlons donc des irrégularités, cela pourrait être les germes ou la semence d'une crise à venir? L'histoire est un perpétuel recommencement. 2010-2011, c'est pas la même chose. La liste, quand le RDA était encore dans l'opposition, disait que la liste n'était pas bonne. Ils ont commencé à contester. Chaque fois que la liste électorale a été contestée, parce que ça prépare les esprits à dire, au cas où je ne gagne pas les élections, c'est qu'on m'a volé. Il faut qu'on sorte de cela. Herman, lorsqu'il y a contestation, justement, c'est pour éviter qu'on tombe dans les prémices de tout ce qu'on a vécu auparavant. Comment faire, et mon point est le suivant, comment faire pour aller à des élections apaisées en réglant tout ce qu'il y a à régler, justement, sur cette liste électorale, Herman Aboua? Bon, la dernière fois, on a salué ici la disposition prise par le gouvernement avec la CEI pour faire en sorte que les documents qui sont réclamés pour faire la révision de la liste électorale soient gratuits. Aujourd'hui, le député du PDC-RDA, le député Chrysostome, a donné un point. Il y a engorgement. Allez-y voir un peu aujourd'hui dans les services administratifs et judiciaires pour faire aujourd'hui ce certificat de nationalité qui est gratuit, pour faire aujourd'hui ce certificat de résidence qui est gratuit. Il y a un engorgement. Et c'est sûr que les personnes qui sont attendues pour pouvoir faire ces documents avant d'aller faire la procédure d'inscription sur la liste électorale ne pourront pas tous être satisfaits. Donc voilà la question du délai, puisque Daouda l'a soulevé. Mais autre chose, il déposait la question à savoir, c'est sur quelle base que les partis politiques aujourd'hui détectent si tel ou tel l'autre est... Je n'ai pas dit les partis politiques. Que la CEI peut savoir si... Je n'ai pas dit la CEI. Bon, allez-y, donc, je vais te donner la réponse. Daouda, on parle d'audit. Si l'audit, c'est d'appeler une entité tierce pour venir regarder la liste. Donc, sur quelle base juridique cette entité tierce-là peut dire... Tel ou tel n'est pas inscrit. Très bien, je ne parle pas des partis politiques de la CEI. Très bien, Herman va réagir. Allons-y. Mais la base que ces entités tierces-là vont utiliser pour détecter si tel ou tel est... C'est ce que les partis politiques de l'opposition ont vu. Mais déjà, l'article 7 du code électoral prévoit déjà un individu, même un bébé qui est né aujourd'hui, s'il sait observer, il va savoir que, s'il prend la liste électorale, savoir que tel élément, il y a une anomalie. Parce que l'article 7 du code électoral dit quoi? Lorsqu'un individu, tu vois qu'il est inscrit sur la liste électorale et qu'il n'y a pas la présence du nom du père ou de la mère ou même de leur date de naissance de chacun des deux, c'est une anomalie. Donc, c'est la loi, le même article 7 du même code électoral qui le dit.
Donc, voici des éléments. Les partis politiques aujourd'hui, on sait que la liste électorale, c'est un document qui est public. On fait à leur sein. Mais qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur selon vous? En quoi est-ce que ça fait peur? On te dit, on n'a pas dit qu'on va les sortir, on dit, bon, voilà, tu as dit ça. Donc, toi qui as laissé sur cette liste et sur ce fichier électoral des gens qui n'ont pas de nom de père et qui n'ont pas de nom de naissance de leur père ou bien de leur mère, à toi d'inscrire, puisque tu as eu les documents pour les enrôler, d'inscrire leur date de naissance, le nom de leurs parents dessus, et le problème est réglé. En quoi est-ce que l'audit d'une liste électorale peut faire peur? Élisée Boloube, est-ce que justement la mise à disposition de ce processus ou du dispositif qui sera mis en place par l'ONESI pourra régler la question? Deuxième point avec vous, avons-nous le temps en ce moment précis, au vu des dates et des délais, d'aller à cet audit, Élisée? Je vais répondre par la deuxième question, commencer par la deuxième question. Allez-y. La question du temps. Je pense que pour l'importance que revêtent les prochaines élections et surtout pour tout ce qu'on a vécu dans ce pays du fait des élections, je pense qu'on peut tous se donner le temps d'avancer. On peut tous se donner le temps d'avancer. Ça veut dire quoi pour vous avancer, Élisée? Non, je dis que si ça nécessite qu'on se donne un peu plus de temps pour que tout le processus soit le plus fiable possible, soit le plus clean possible, moi je ne vois pas d'inconvénient. On peut tous se donner le temps. Toujours est-il que l'objectif, in fine, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation, même si c'est vrai que je sais, avec la foi de ceux qu'on connaît là, ça sera difficile qu'il n'y ait pas de contestation. Mais déjà, au moins, on peut d'une manière ou d'une autre... Élisée, c'est fort ce que vous dites. Non, là. non, la mauvaise foi, c'est la chose la mieux partagée dans l'univers politique. Toute tendance confondue. Voilà, je ne cible pas quelqu'un de façon particulière. Toute tendance confondue. Voilà, donc au moins, on pourrait amoindrir les éléments, en tout cas, de choc. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Mais l'une des choses tout à l'heure, quand j'étais en train de réfléchir sur toutes ces choses-là, vous voyez, aujourd'hui, quand on entend toutes ces récriminations, dans l'opinion, ce qui ressort en réalité, même pour ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que ce à quoi ils vont penser tout de suite, c'est que l'entité en charge des questions électorales cache quelque chose. Mais au profit de qui? Est-ce le sentiment que vous avez, Élisée Boloube? Non. Moi, je n'ai pas justement le sentiment, parce que moi, je ne me limite pas à avoir des sentiments, je vais à l'information. Donc, j'ai un ensemble d'éléments que forcément tous les citoyens n'ont pas. Aidez-les à comprendre. Voilà, donc je ne peux pas forcément avoir les sentiments qu'ils ont. Là, c'est déjà clair. Quand je dis ça, c'est quoi? Ça aurait été bien, moi je pense, pour que tout le monde soit tranquille. La liste électorale aujourd'hui, qui fait objet de tant de polémiques, quand est-ce qu'elle a été élaborée? C'est aussi important de le rappeler aux Ivoiriens. Cette liste a été élaborée depuis 2008, disons, à 2009. Et ces anomalies qui sont évoquées ici ont été évoquées, pas dans les proportions peut-être actuelles, mais ont été évoquées en son temps. Et les partis politiques, c'est pourquoi je dis qu'il faut que les Ivoiriens, de temps en temps, fassent asseoir leurs leaders politiques et puis leur posent des bonnes questions. Les partis politiques se plaignent aujourd'hui. Est-ce qu'elles n'ont jamais été interpellées sur le fait que cette liste n'était pas fiable en 2010, avant les élections de 2010? Qu'elles nous répondent, ou bien qu'ils nous répondent, ces partis politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il est bien de ressortir ces anomalies comme ils l'ont fait, mais de nous dire à partir de quand on a constaté qu'il y a 4500 personnes qui ont 100 ans. À partir de quand? Est-ce que c'est la révision de 2015? Est-ce que c'est la révision de 2020? Ou maintenant? Est-ce que c'est la révision de 2009? Ou est-ce que c'est maintenant qu'on a constaté? Ça va nous aider à comprendre d'où est partie l'anomalie jusqu'à ce jour et qui éventuellement pouvaient être les responsables de cette anomalie. Je pense que c'est un élément important. Ça va nous permettre tous d'être à l'aise. Mais je termine pour dire, je termine là-dessus, pour dire que les Ivoiriens ont besoin, aujourd'hui, non pas besoin, les Ivoiriens ont droit à des élections apaisées, à des élections tranquilles. Quand je dis ça, je m'adresse aux partis politiques. Les Ivoiriens ont droit. Je ne dis même pas ont besoin, ils ont droit. Et vous avez le devoir, vous, acteurs politiques, à leur offrir ces élections transparentes, apaisées et tranquilles. Très bien. Ça, c'est votre devoir. Et c'est également la vision de tous les Ivoiriens, avoir des élections tranquilles et apaisées. Messieurs, en deuxième sujet, parlons encore politique, avec cette visite du PPACI au président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, pour la simple raison qu'il a perdu son frère aîné. Mais est-ce que cette visite avait un relent politique en second plan? On regarde. Alors, cette marque de soutien intervient dans un contexte politique marqué par des dissensions internes au sein du Front populaire ivoirien. Il faut dire qu'un groupe de dissidents mené par l'ancien secrétaire général Isiaka Sangaré a intenté une action en justice en vue d'annuler le congrès qui est prévu pour les 8 et 9 novembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Herman Aboua,
réaction justement sur cette visite du PPACI avec de très hauts cadres, une visite pour aller saluer le président du FPI. Mais moi, je pense que c'est une image qui est très, très importante. Parce que quand on se souvient depuis la crise de qui gère le FPI, la crise que le Front populaire ivoirien a connue en son temps, on a vu à des funérailles obsèques où le président Afi et sa délégation ont été, je veux dire, refoulés, ou plus ou moins. On les a vus même récemment aux funérailles, aux obsèques du président Henri Konan Bédié, dire qu'on a vu la délégation du Il y a eu quelque chose, il semblerait quelque chose à cette qui avait dit que le président Laurent Gbagbo ne les aurait pas salués. Il y a même eu au décès l'absence du PPACI ou bien de leurs anciens camarades au décès, aux obsèques de comment on appelle l'ancien directeur général du port autonome, Gossio Marcel, et même du professeur Ndori Raymond. Donc je veux dire qu'on vient quand même de loin. Voir une forte délégation pour le décès d'Iyako au président Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien, voir une forte délégation du PPACI, de Laurent Gbagbo, je pense qu'on vient de loin. En politique, ces images-là ne doivent pas étonner. Ce n'est pas une surprise. On savait plus ou moins, pour ceux qui lisent l'actualité politique, qu'un jour, les gens, on a vu les jeux de phare, plus ou moins que les deux entités politiques se faisaient à l'occasion de l'appel de Benoît. Oui, le président a demandé à voir. Ces jeux de phare même qui ont créé une dissension de la ligne, au niveau du Front populaire ivoirien, qui est plus ou moins fracturé. Très bien. Donc je veux dire que, bon, c'est réconfortant de voir les anciens camarades se retrouver. Voilà. Élisée Bolobo, il fallait s'y attendre que le FPI et le PPACI se retrouvent. C'est vrai, c'est à l'occasion d'une situation assez douloureuse, mais comme on dit en Afrique, c'est autour justement de ce genre de situation qu'on arrive à faire la paix des braves. Bon, je ne répondrai pas en disant qu'il fallait s'y attendre, parce que quand on voit un peu, ou du moins quand on remonte au passé, on voit les déclarations faites par les uns et les autres, on voyait les positions prises, mais on ne pouvait pas tout de suite penser que ça allait arriver. Mais je pense que, moi je le salue, je salue vraiment cet acte-là. Vous savez, il y a pour moi des choses qui vont au-delà des considérations politiques. Il y a des valeurs qui sont sacrées à l'Afrique et je dirais à nos cultures. Les ressentiments, les animosités s'arrêtent à la porte des deuils. C'est cela. Voilà, ça s'arrête à la porte des deuils. C'est pourquoi on avait fustigé ici, lorsque une certaine information avait fusé disant que le président Laurent Gbagbo étant allé présenter ses condoléances à la famille Bédié, avait toisé à la limite le président Afi. On avait plus ou moins fustigé ça un peu ici. Mais comme je le dis, c'est des valeurs qui sont africaines. Il faut qu'à un moment donné, on donne de l'humanité à la politique. Tout, comme je le dis, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut à un moment donné qu'on accepte de ramener la moralité, de ramener l'équité, de ramener l'honnêteté et surtout les valeurs au sein de la politique. C'est important, c'est important. Et moi, je salue vraiment cet acte qui a été posé. Le président Affi-N'Guessan en deuil, des cadres du PPACI, tout comme des cadres d'autres partis, devraient emboîter le pas. Voilà, aller présenter les civilités. Ça a pour but ou ça a pour conséquence de décrisper l'atmosphère politique et de montrer aux Ivoiriens, aux militants même de ces partis, aux partisans, qu'au-delà des divergences d'opinion et de position, on peut quand même se réunir autour de l'essentiel, notamment des personnes qui sont en deuil, ça c'est des valeurs africaines, des valeurs de solidarité, des valeurs de compassion. C'est quelque chose que moi je salue. Maintenant, on attend de voir les semaines à venir. Si il y a un commerce, je dirais, politique derrière ça, on pourra venir maintenant discuter dessus. Mais pour l'heure, moi je vais me limiter au fait que c'est vraiment une visite de compassion et je salue ce geste. Marius Komoroé, vous allez donc donner votre point de vue, mais en même temps, l'atmosphère n'est pas très sereine, puisqu'une action a été intentée contre la tenue du congrès qui était prévu donc, du 8 au 9 novembre à Yamoussoukro, par les dissidents du FPI. Bon, on en a déjà vu, hein, avec le PDCI-RDA qui devrait faire son congrès. C'était plutôt une convention, je ne m'en souviens plus, mais qui a été également stoppée net par la justice. Tout à fait. Bon, je crois savoir que c'est un épiphénomène. Ce congrès aura lieu, comme celui du PDCI finalement a eu lieu. Ce qu'il y a à faire, c'est que les acteurs doivent s'entendre.
Les acteurs d'un parti politique doivent œuvrer à la bonne marche du parti en veillant à ce que, et non en utilisant des attitudes, en ayant des attitudes qui puissent et qui pourraient mettre à mal le fonctionnement du parti. M. Afi N'Guessan, c'est quand même un rodé du monde politique, sinon M. Gbagbo n'aurait pas fait de lui son bras droit au point de le nommer DIRCAB, ensuite directeur de cabinet, ensuite Premier ministre, le Premier ministre de sa gouvernance. Et donc, c'est quelqu'un qui a une forte expérience politique aujourd'hui et qui saura mettre un terme d'ailleurs à cette dissidence. Moi, je n'en doute pas. J'apprécie surtout l'attitude du PPACI parce qu'en Afrique, quoique les divergences de points de vue de nos hommes politiques nous amènent souvent à nous décourager de l'action politique, nous pouvons dire que nous avons quand même des valeurs, des valeurs ancestrales qu'il ne faut point piétiner. Pour vous, il faut la faire, cette politique-là, de façon humaine. Oui, mais c'est important. Nos pays, nos États en Afrique ont besoin d'acteurs politiques qui font de la politique à visage humain. Très bien. Et ça, vraiment, ne pas le comprendre, si nos acteurs ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne perçoivent pas encore le cri de cœur des populations qui croulent sous le poids des difficultés au jour et qui attendent une lueur d'espoir qui viendrait certainement des acteurs politiques quels qu'ils soient, qui proposeraient des projets de société, des programmes de gouvernement qui prennent en compte les préoccupations de tout temps exprimées par les Ivoiriens. Tout le reste des parlables, que nous jugeons ça inutile. Aujourd'hui, vous voulez gouverner une nation, vous voulez prendre le destin des Ivoiriens en main. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que le régime actuel fait que vous trouvez que ce n'est pas assez bien pour le bonheur des Ivoiriens que vous voulez changer? Daouda, comment est-ce que, sous quel prisme vous appréciez cette visite? J'ai écouté mes co-débatteurs. J'ai apprécié justement l'action du PPACI. J'ai failli même couler une larme lorsque Élysée parlait encore. Mais moi, je n'ai pas envie de me bercer des candeurs. Pourquoi, Daouda? Je n'ai pas envie de me bercer des candeurs parce que quand je vois aujourd'hui que le PPACI, parce qu'il est important, tout acte que nous posons en politique n'est que ce sont des symboles. Et le symbole est assez fort. Et moi, on est revenu sur un point qui est très important. Lequel, rappelez-nous? Aux obsèques d'Henri Konan Bédié, le même Afi n'a pas été salué. En son temps, le même FPI, c'était l'enveloppe déchirée, le caillou à contourner. Est-ce que on ne voulait même pas sentir. La politique est aussi cela, Daouda. C'est très dynamique, justement. Les choses bougent. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui que la pierre rejetée est subitement en train de devenir la pierre angulaire parce que nous ne nous voilons pas la face. La principale de l'angle. Et très principal même. Pour dire quoi? Aujourd'hui, il y a eu l'appel de Bonois qui a été lancé. Dans le marécage politique ivoirien, à part le GPS, qui a plus ou moins répondu à cet appel, quel est le parti qui a plus ou moins des velléités d'y aller ou de ne pas? Il n'a pas encore dit qu'il y va. Il attendait le contenu. Mais il attend le contenu, mais on sent que si le contenu n'est pas mal, il va y aller, tout ça. Donc moi, partant de ce principe-là, j'estime que c'est vrai, ils vont faire d'une pierre deux coups. C'est vrai qu'ils vont saluer. Ils vont dire Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Pour la paix du grand frère du président Pascal Afi N'Guessan. Mais en même temps, on profite c'est dans les funérailles, tu l'as si bien dit, qu'on règle le véritable de gros problèmes. Donc pour moi ici, après cela, il faut régler le problème politique. Et là, il y a un enjeu politique qui se joue actuellement. Dans ces funérailles, vous pensez qu'il y a un enjeu politique, Daouda? Sûr à 100%. Mais je peux me tromper. Donc, je vais mettre 90%, je peux me tromper. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que regardez, qu'est-ce qui se passe selon vous? Non, mais forcément, Laurent Gbagbo a besoin de force, de personnes avec lui pour aller aux élections en 2025. Vous parlez de Thiédé Jean, justement, il parle de Thiédé Jean parce que quand vous regardez la délégation qui compose, comment on appelle ça, celle du PPACI. Regardons la délégation. C'est Thiédé Jean Gervais, c'est Damana Picasse, c'est Koné Katina. Déjà Hubert Oulaye. Vous pensez que ce sont des têtes quand même? Toutes les têtes fortes? Franchement, quand le même PPACI devait aller voir Charles Blé Goudé, qui est parti les voir là-bas? C'est monsieur... C'est Hubert Oulaye? Non, Hubert Oulaye et l'autre, comment il s'appelle? Le professeur, c'est un professeur. Danon Djedje. Oui. Danon Djedje. Mais quand c'est gros cadeau, porte-parole du Mais là, il s'agit de la mort, Daouda. Il faut montrer la sympathie, n'est-ce pas? En politique, il faut sortir de la candeur. Très bien. Tous les moyens sont bons pour atteindre un objectif. En tout cas, de mon point de vue, au-delà de la mort, il y aura des rencontres politiques. Herman Aboua, est-ce que vous êtes en accord avec le point de Daouda? Allez-y. Je veux dire qu'au-delà de la mort, c'est vrai,
Mais d'abord, il faut retenir la symbolique. De toute façon, si les relations entre les deux anciens amis, camarades, n'étaient pas réchauffées, on n'aurait pas vu cette délégation. Donc c'est sûr que c'est pour donner force à leurs relations qui sont en train de réchauffer. Donc vous êtes d'accord avec Daouda? Ils sont conscients quand même que le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, aujourd'hui, paye un lourd tribut de ce rapprochement, je veux dire que ce retour, ces retrouvailles avec ses anciens il faut avoir camarades. ce regard-là aussi. Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, il est en face de lui un clan dissident qui lutte le leadership de la présidence du Front populaire ivoirien. Donc c'est un coup, je veux dire que il a fait ça. Qu'est-ce qu'on peut se demander, qu'est-ce qu'il gagnait à le faire? Mais je pense que c'est de bonne foi. Le président Affi N'Guessan a engagé son parti politique à écouter, à avoir une oreille attentive à l'appel de Benoît. Il en paie des frais. C'est tout à fait naturel que ceux pour qui il était en train de mener ces gens de... Enfin, il est en train de subir cela, viennent pendant qu'il perd un proche, le saluer, lui dire Yakou. C'est des formalités régulières dans la tradition africaine. Très bien. Essayons de faire un peu de la fiction politique. Il ne nous reste que 2 minutes. Le FPI se rapproche du PPACI. Ils font une alliance. Quand on sait que jusqu'à ce jour, le président Laurent Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Pensez-vous qu'il porterait la candidature du président Affi? Aujourd'hui, même si vous posez la question au président Affi, il va te dire on n'en est pas là. Parce que dans tous les cas, aussi bien au sein du PPACI qu'au niveau du Front populaire ivoirien, les gens se disent qu'à un moment donné, il y aura question du plan B, que certains caciques au niveau du PPACI refusent. Mais ils seront peut-être bien confrontés à cela si l'absence de leur candidat, de leur cheval, est toujours perdue à un moment donné, à moins qu'ils décident de ne pas aller aux élections. Il faudrait bien qu'ils comptent sur un plan B. Il y a peut-être en interne Don Melo qui peut faire l'affaire. À l'externe, Affi N'Guessan peut se dire, mais pourquoi pas lui? Très bien. Affaire à suivre donc, messieurs. En tout cas, Yako, président du FPI, pour la perte de son frère aîné. Restez en notre compagnie. En seconde partie du temps d'antenne, nous aurons à parler de l'immigration clandestine, la formation comme moyen de réinsertion et pourquoi certains arrivent et repartent. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été désigné en marge du 19e sommet de la francophonie protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Audrey Azoulay, ça s'est fait donc le lundi 7 octobre 2024 à Paris, en France. Le prix était protégé à l'époque par feu le président Henri Konan Bédié. N'étant plus là, Élisée Boloubeu, il fallait bien que la Côte d'Ivoire puisse donc prendre la présidence de la protection du prix. Exactement. Et donc, déjà, il faut rappeler que le protecteur du prix, c'est celui-là qui est comme l'ambassadeur du prix. Donc, il fait la promotion de la paix aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Donc, en donnant ce prix, ou du moins en attribuant cette distinction au président Alassane Ouattara, l'UNESCO décide donc d'en faire le porte-étendard de la paix, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Donc c'est cette responsabilité-là qui est confiée au chef de l'État. Et comme vous l'avez si bien dit, c'était le président Henri Konan Bédié qui était protecteur du prix, n'étant plus là. Voilà, il fallait qu'on puisse trouver quelqu'un qui allait désormais être le porteur du prix. Et comme le chef de l'État voilà, était pour la directrice générale de l'UNESCO la personne la mieux indiquée, parce que d'abord, étant ivoirien, comme je le dis, en tant que chef d'État. Et puis en plus, je pense que l'un des éléments aussi qui a milité en sa faveur, il y a un peu cette proximité qu'il a eue à l'époque avec le président Félix Houphouët-Boigny. Donc il a été le tout premier Premier ministre. Donc c'est des éléments qui ont milité en la faveur de ce choix-là par Nathalie Azoulay. Et aussi, je dis, au regard de la posture qu'il a eue depuis quelque temps vis-à-vis de tous ces conflits que nous avons soit autour de nous ou dans le monde. On a vu très souvent qu'il a pris position vraiment et ses interventions allaient dans le sens de mobiliser la communauté internationale dans la résolution des crises. C'est entre autres ces éléments-là qui ont milité en sa désignation par la directrice générale de l'UNESCO. Alors Marius Como, au titre des nombreux du grand héritage immatériel que nous a laissé le président Félix Houphouët-Boigny, il y a aussi ce prix important. Oui, absolument. Suite logique de la volonté du président de la République, le président Houphouët-Boigny à l'époque, qui a bien voulu, avant de tirer sa révérence,
confié la protection du prix à son successeur, à la personne du président Henri Konan Bédié. Le président Alassane Ouattara se réclamant évidemment de la politique du président Houphouët, il était tout à fait indiqué du vivant du président Henri Konan Bédié qu'il ne puisse pas, en ce moment alors, puisque M. Henri Konan Bédié étant son aîné, ne pouvait pas naturellement lui ravir le fauteuil de protecteur de ce prix. Mais aujourd'hui, avec la disparition tragique du président Henri Konan Bédié, eh bien l'honneur, sinon les responsabilités, reviennent au président Alassane Ouattara de poursuivre l'œuvre de celui-là même qu'il a introduit dans la politique au niveau, j'allais dire, africain et international, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Et donc, notre représentant, d'ailleurs, à la francophonie, c'est la professeure Liramata, Bakayoko Liramata, qui représente la Côte d'Ivoire à la francophonie. Très bien. Daouda, un mot là-dessus, sur ce prix? Non, moi je suis heureux et je pense qu'avec ce prix, forcément, quand on sait que depuis qu'il est venu au pouvoir, ça fait 14 ans, je pense que la Côte d'Ivoire a renoué plus ou moins avec une forme de stabilité. Mais au-delà de la stabilité, même en Côte d'Ivoire, je pense qu'autour de nous, il a plus... Tous les conflits qu'il y a eu lieu, ça s'est passé dans une certaine forme de diplomatie. On l'a vu avec l'affaire, avec le Mali, le Burkina, malgré qu'il y a des réchauffements diplomatiques, mais l'heure à la tempérance en Côte d'Ivoire, il y a même eu, en Guinée voisine, il y avait eu des problèmes là-bas dernièrement. On a tous vu le soutien financier qu'il a pu envoyer dans ce pays-là pour qu'il y ait une certaine forme de stabilité. Je pense que ce n'est qu'à juste titre qu'il est nommé protecteur de ce titre-là. Herman Aboua, de bonne loi que le président de la République soit nommé protecteur de ce prix? Moi, je pense que quand on regarde dans la suite logique des choses, ce prix-là est revenu après le président Houphouët qui a eu l'idée, qui l'a institué. C'est revenu après au président Henri Konan Bédié. Après, tout à fait normal que le président ait 6. Ça crée aussi, ça permet de stabiliser l'image de ce prix. Parce que si c'était à tout vent, on donnait ça à des personnalités à tout vent, ça n'allait pas avoir son poids. Aujourd'hui, on s'imagine que pour la même chose qui est arrivée avec le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, il a pris l'héritage pendant qu'il était président. Après, jusqu'à sa mort, on s'imagine que le président Alassane Ouattara va faire la même chose. Mais vous allez rappeler la date de création et puis l'idée qui était en bas. Ça a été créé en 1989. Et l'idée, c'était le président Houphouët, à qui tout le monde reconnaissait des valeurs de dialogue, de paix et autres. Et c'était, je veux dire, c'était un héritage qu'il voulait forcément laisser au monde entier, même pour l'image même de la Côte d'Ivoire, pour que sa grande, je veux dire, sa grande aura qu'on a vue au niveau international puisse se pérenniser à travers ce prix-là. Et ça a été, retenez-vous bien, adopté par 120 pays. Dans une résolution un leadership reconnu de l'UNESCO. Aujourd'hui, on prend par exemple, on a vu des grandes femmes, des grandes personnalités du monde entier à qui on attribue ce prix-là. Je voudrais revenir sur la présidente d'Angela Merkel qui a eu ce prix, ancienne chancelière d'Allemagne. Je crois bien que Nelson Mandela aussi a hérité de ce prix et même son... Nelson Mandela et Frédéric Declercq. Donc je veux dire que c'est... Aujourd'hui, tout le monde sait dans le monde entier, à côté du prix Nobel de la paix, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est un prix qui est assez fort. Il faut préciser que c'était sous la gouvernance de Federico Maia. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, pour terminer cette émission, un sujet important. Il s'agit évidemment donc de ces projets de lancement. Le lancement s'est passé donc le 4 avril 2024. Mais il est de bonne loi que nous puissions en parler. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce jour-là, il y a eu donc le lancement du projet réintégration des migrants ivoiriens de retour par l'entrepreneuriat. Donc, projet piloté par la Direction générale de la diaspora, sous la houlette donc du ministère délégué du ministère de l'intégration, des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Alors, messieurs, il faut dire que cette formation, financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle à hauteur de 43,2 millions de francs CFA et dirigé par le Bureau international du travail en collaboration avec le cabinet CHAM. Alors, Marius Komoé, c'est important.
quand même que la Côte d'Ivoire prenne soin de ses fils de retour de migration clandestine. Réaction. Oui, bonne initiative du pays parce qu'aucun Ivoirien ne doit être laissé au bord de la route. Seulement, il faut attirer l'attention de notre jeunesse ivoirienne sur l'aventure périlleuse que constitue justement l'immigration. C'est pour ça qu'ils reviennent en fait. Oui, parce qu'une chose est de partir et de revenir. Une chose est de partir après avoir amassé ou économisé assez d'argent qui aurait pu servir naturellement à réaliser une activité au plan national pour s'en sortir, que de tenter cette aventure et revenir pour que l'argent du contribuable qui aurait pu servir à construire des hôpitaux, des centres de santé, des routes, on se plaint de la cherté de la vie. Ben, l'État a tellement justement de préoccupations et tout est priorité pour l'État. Et donc, cette façon de faire devra amener les uns et les autres. C'est vrai qu'il faut les assister et nous saluons l'initiative gouvernementale, mais c'est en même temps le lieu d'attirer l'attention parce qu'au final, le nombre d'Ivoiriens aujourd'hui estimé à l'étranger se chiffre à plus d'1 million. En 2023, on a eu 1700 migrants ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, ils sont partis avec les raisons peut-être qu'on connaît. Voilà, ils veulent avoir un meilleur être ailleurs. Oui. Mais quand ils reviennent, il faut bien que l'État de Côte d'Ivoire, leur pays, leur nation, leur terre natale, puisse s'occuper d'eux. Marius, vous dites non, c'est cela? On est mieux que chez soi. Voilà, c'est ce que nous disons toujours. On est mieux que chez soi. Quand vous regardez le nombre de migrants ivoiriens à l'étranger, mais ils sont pour la plupart dans les pays de l'OCDE. C'est les pays de l'OCDE, c'est les pays européens. Oui. Ajoutés à ces pays d'Europe. 49% des immigrés ivoiriens, Exactement, vivent dans les pays de l'OCDE. Oui. Et vous avez une bonne partie aux États-Unis, au Canada. En France. En France, c'est le plus gros lot, d'ailleurs, qui vit en France. Plus de 60% de nos émigrés vivent en France. Et il y a plus de femmes, d'ailleurs, que d'hommes. Très bien. Daouda, réaction. La formation comme moyen de réinsertion pour justement éviter qu'ils puissent repartir. Bon, sur le sujet, moi, il faut dire clairement que j'ai 3 petits points. Allez-y. Je vais être très rapide. Je trouve que le projet réintégration des migrants ivoiriens de retour par l'entrepreneuriat, c'est un très bon projet. Mais malheureusement, je trouve qu'à ce niveau-là, le gouvernement fait un doublon. C'est-à-dire? Je parle de doublon parce que vous vous rappelez que lors de la crise en Tunisie, il y a près de 1500 voire 2000 de nos compatriotes qui sont retournés au pays ici. Et malheureusement, des vols charter à 1350. 1350. Et je pense qu'il y a de nombreux migrants qui ont reçu des financements, qui ont reçu des formations. Oui. Et il y en a même qui ont été embauchés dans des entreprises. Donc finalement, je me dis finalement à quoi ça sert encore d'aller prendre 42 millions de nos francs CFA pour mettre dans un autre projet, soit de deux choses l'une, qu'on appelle ça, la direction des Ivoiriens de l'étranger veut avoir sa part une part du budget de l'emploi jeune. Mais ça, c'était le premier point que je voulais porter. Et ça, il est important que je le dise. Allez-y, Daouda. Parce que vous vous rappelez que dans ce pays-là, on a eu des ministères de la bonne gouvernance. Mais en quoi c'est gênant, justement, que l'emploi jeune le fasse et que la direction des Ivoiriens de l'extérieur puisse penser également à renforcer les migrants qui reviennent à l'effet qu'ils ne retournent pas? C'est là où mon deuxième point, je suis. Allez-y, Daouda. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'argent public. Herman aurait voulu partir. Élisée aurait voulu partir. Ah bon? Moi-même, j'aurais voulu partir. Parce que personne ne pourra, moi, Daouda Coulibaly, me convaincre que tellement ça va mal en Côte d'Ivoire, je ne dis pas que tout va bien, mais tellement ça va mal en Côte d'Ivoire, qu'on puisse vendre voitures, maisons, commerces, laisser son travail, prendre pratiquement le minimum, c'est au moins 7 millions. Même souvent même des biens d'héritage. Voilà, des biens d'héritage, prendre 10 millions pour aller à l'aventure, aller échouer à l'aventure et après, nous qui sommes restés, on prend l'argent public pour leur donner. D'autant plus que l'emploi jeune donne une partie, le Rémi encore va venir encore donner une partie. Cet argent, ça pourrait servir à autre chose. Le troisième point Daouda, que j'aimerais chuter véritablement. Chers camarades jeunes, on a tous envie d'aller voir l'Eldorado. Mais l'Eldorado, ça reste chez nous, ici, en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens arrêtent avec ce narratif-là. C'est parce que ça ne va pas au pays, c'est parce que ça ne va pas ici. C'est parce que nous, on est dedans. On avance dedans. Voilà. Herman, votre réaction, est-ce que vous partagez le point de vue de Daouda ou c'est normal que la nation s'occupe de ses fils? Je vais même chuter avec ce qu'il a dit. Ça va, il y en a qui souffrent d'entendre encore cela. C'est quand ça ne va pas qu'on cherche des autres solutions ailleurs. Donc ceux qui s'en vont
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir s'en sortir ici, mais peut-être que ces derniers-là ont tout essayé ici et ils n'ont pas le choix. Mais quand ils reviennent, est-ce que ce n'est pas normal que l'État, justement, puisse mettre un dispositif pour les aider à Oui, mais parce qu'ils vont retourner si vous ne le faites pas. Donc, je suis d'accord qu'on fasse ce genre de formation. Mais le problème n'est pas que là. La formation, oui, mais eux, là, c'est un échantillon. Mais ceux qui n'ont pas, qui ne sont même pas encore partis, qui projettent d'y aller et qui n'espèrent pas avoir une formation au retour, parce que pour eux, c'est la seule voie. Il faut créer des conditions pour que nos jeunes, justement, puissent être insérés aussi tranquillement, avoir la quiétude dans le tissu socio-économique. Et en ce moment-là, s'ils ont un emploi, ils ont quelque chose à faire, ils ne vont pas aller. Mais je voudrais répondre un peu, lorsqu'il parlait comment on appelle de doublons. De doublons. De doublons. Bon, en réalité, ce que l'emploi jeune fait et ce que l'action... Qui fait le doublon? D'abord parce que les émigrés qui s'en vont... Est-ce qu'on devrait parler même de doublons, Herman? Nos émigrés, on ne doit pas parler de doublons. Je pense que c'est peut-être une complémentarité. Parce que nos émigrés qui s'en vont, quand le problème se pose, ceux qui sont chargés de les gérer avant de leur retour, c'est justement le ministère des Affaires étrangères, donc le ministère par l'intégration... Des Ivoiriens de l'extérieur. Des Ivoiriens de l'étranger. Mais ceux-là, quand le problème se pose, eux, ils connaissent les véritables problèmes qui amènent ceux-là. Donc, eux, ils doivent pouvoir les déverser tranquillement. S'il y a des politiques ou bien un programme, des projets d'insertion, ou bien de les aider et de les accompagner en termes d'entrepreneuriat, on doit pouvoir les aider. Ils ne doivent pas avoir l'image de doublon, si c'est ça qui inquiète Daouda. Très bien. Écoutons rapidement Daouda avant Élysée, rapidement. Non, en fait, je pense que... Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a... Bon, Élysée d'abord, après je vais venir. Parce que vous avez déjà expliqué, hein, très cher. Non, parce que le doublon existe dans la mesure où... Qu'est-ce que Herman fait de la complémentarité du gouvernement? Parce que il y a des ministères... Est-ce qu'une seule entité peut gérer la question de la migration? Parce qu'eux, ils s'occupent de les faire revenir au pays et le ministère de l'Emploi jeune va s'occuper de leur formation, de leur réinsertion. Écoutons Élysée. C'est ça son travail. Non, je pense que les deux entités ont leur rôle. J'explique. Parce que le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, c'est un ministère qui a une cible particulière, c'est-à-dire les jeunes. Mais tous ceux qui vont à l'immigration et qui ne réussissent pas, ne sont pas forcément tous des jeunes. Il y a des moins jeunes dedans. C'est cela. Voilà, donc qui s'occupe d'eux, de ces moins jeunes quand ils viennent? Donc je pense que les deux directions ont leur rôle. Mais je dis que pour moi, il faut qu'on continue tous la lutte de sensibilisation et d'information à l'endroit des jeunes et de toutes ces personnes-là qui pensent. Ce n'est pas forcément à tort, hein, à raison parfois, parce qu'ils voient souvent des vidéos qu'on leur envoie de certains de leurs amis qui sont partis, qui apparemment semblent être dans un relatif confort et luxe, dont ils se disent qu'ils veulent tenter l'aventure. Donc je pense qu'il faut que des exemples de gens qui viennent puissent être brandis à longueur de journée. Insérés, qui travaillent. Pour que les gens comprennent que l'Eldorado, c'est aussi ici. C'est aussi ici. Je pense qu'il y a un ensemble de mécanismes quand même mis en place par les pouvoirs publics pour aider à l'insertion professionnelle de ceux qui sont sur place. Il faut promouvoir davantage ces instruments-là et puis il faut aller au contact des populations. Il ne faut pas juste penser que tout le monde sait d'office. Tout le monde ne peut pas savoir d'office. Portons le message, soyons des artisans de sensibilisation et d'information. C'est à ce prix-là qu'on va réduire ce taux d'immigrants illégaux-là. Et ça va permettre aussi de garder la force vive pour notre nation. Aujourd'hui, l'État a mis en place ce qu'on appelle le CQM, le certificat de qualification au métier. Tout à fait. Voilà, ça, c'est des éléments qui vont permettre aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi dans l'enseignement général ou même dans l'enseignement technique que ma vie est foutue. Voici une porte d'ouverture qu'on me donne qui peut me permettre de m'insérer dans le tissu social. Ces éléments-là, il faut les promouvoir au maximum. C'est ça qui va donner des orientations aux plus jeunes et permettre qu'on réduise vraiment, comme je dis de façon drastique, cette candidature à l'exil, pardon, à l'immigration. À l'immigration. Alors, il faut dire que lorsqu'ils reviennent, qu'ils sont pris en compte par le projet, et justement, Daoud a estimé que c'était pas, voilà, quelqu'un ne peut pas vendre tout et puis venir demander de l'aide de l'État. Mais Christelle, on ne peut pas prendre 7 millions, 10 millions, oui, aller à l'aventure. En même temps, quand même. En même temps, il est de la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir tenir. C'est le rôle régalien de l'État. C'est le rôle régalien de l'État de pouvoir s'occuper de ses fils qui reviennent, Daouda. Quand vous avez 20 ans, entre 20 et 35 ans,
et vous prenez la route de l'aventure. 14 ans même pour certains. Bon, voilà, vous avez vu, les chiffres sont effarants. Bon, quand vous prenez, donc on retient que lorsque vous prenez la route et que ça ne marche pas là-bas, l'État dit, quand vous revenez, on met un mécanisme pour s'occuper de vous. Il faut qu'ils comprennent d'ailleurs, quand ils ont cet âge-là, entre 20 et 35 ans, il faut qu'ils comprennent que pour aller en aventure, il faut avoir des assurances que là où tu t'en vas, tu as des possibilités de t'insérer dans le tissu social. Merci Sinon, beaucoup. aller en aventure sans connaître personne, sans rien savoir. Une charge on a fait toute l'Europe et le monde, mais on a su Abidjan ici. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors, notre émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci Herman, Élisée, Marius, Daouda. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous ceux-là qui prennent de leur temps également pour réagir sur le digital. Merci, on se retrouvera demain. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.